Bonjour, bonsoir de partout vous nous regardez sur Niwa d'Enfant. Merci de votre fidélité à cette émission Niwa de Soir au Sénégal. 9 avocats de l'opposant Ousmane Sonko déposent plainte à la CPI contre le président Macky Sall pour crimes contre l'humanité. Pour précision, les procédures pour crimes contre l'humanité concernent la période allant de mars 2021 à juin 2023 et elles visent, outre le chef de l'État sénégalais, son ministre de l'Intérieur Antoine Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi que 12 autres personnes. Pour décrypter cette actualité, je reçois notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. La plainte a été déposée en France et une demande d'enquête soumise à la Cour pénale internationale à Haye contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité. C'est une plainte qui intervient alors que le président sénégalais séjourne actuellement en France. Y a-t-il coïncidence? Coïncidence, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ce qui est sûr, c'est que le fait que ça coïncide n'est pas pour rien, puisque quand on fait de la communication, le moment est extrêmement important et faire la conférence de presse au moment où le président Macky Sall est en France, en faisant la différence entre la façon dont la France, en tant que pays, et les Français, en tant que citoyens, sont sensibles aux questions des droits de l'homme, certainement c'est un choix qui a été fait, même si je ne peux pas le démontrer. Alors, les procédures pour crimes contre l'humanité concernent la période allant de mars 2021 à juin 2023. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période au Sénégal et sous le mandat Macky Sall? Mars 2021, c'est les premières manifestations à caractère plutôt violente qu'on avait connues quand M. Sonko avait été convoqué pour le tribunal et qui avait fait 14 morts. Donc si vous regardez, c'est entre la première manifestation violente, la seconde manifestation violente, mais il ne faut pas oublier qu'entre ces deux manifestations, il y a eu des manifestations également où il y a eu mort d'hommes, pas seulement à Dakar, mais également dans d'autres endroits à l'intérieur du pays. Et certainement, il a compilé l'ensemble de ces éléments pour en faire un dossier, parce que pour lui, on peut poursuivre l'État sénégalais sur cette base. Il considère qu'il y a eu crime contre l'humanité dans ces meurtres qui ont eu lieu pendant ces manifestations. Est-ce que cette affaire vous surprend? Me surprend, non, puisque depuis mars 2021, on avait vu un certain nombre de membres de l'opposition et de membres de PASTEF qui demandaient aux populations de collectionner les éléments qu'ils ont, qui sont sous forme d'éléments de preuve, pour que si l'État sénégalais ne fait pas le travail qu'il faut sur le plan de la justice, pour qu'on sache qui a tué ces manifestants, je parle de 2021, pour qu'on puisse aller vers la justice internationale. Donc que ce soit Juan qui le fait, ça peut être une surprise parce qu'il n'était pas là en 2021 quand ce problème était posé. Et quand on regarde, nous sommes toujours dans le mois de juin, il a produit un document de 170 pages. Si vous suivez la conférence de presse, mais vous voyez quelqu'un qui a reçu des informations précises. Parce qu'il donne les noms des gens. Bon, nous, quand il parle, on sait de qui il parle. Lui, il bute même sur les noms. Mais vous voyez qu'il a des noms, il a la fonction de la personne, il sait où la personne habite, où ses enfants étudient, où la personne passe ses vacances. Il est très précis quand il donne les noms et même sur les accusations qu'il donne, les liens qui existent entre telle et telle autre personne. Mais il ne faudrait pas qu'on se trompe également. C'est des faisceaux pour le moment, c'est des indices. On ne peut pas encore considérer cela comme étant une preuve, surtout quand on veut aller à la CPI. N'oublions pas que Gbagbo y est allé, Jean-Pierre Bemba y est allé, Blé Goudé y est allé, dans des conditions qui sont beaucoup plus, j'allais dire, catastrophiques que ce qu'on a vécu au Sénégal, aussi bien en mars qu'en juin de cette année. Et pourtant, ils sont ressortis blanchis puisqu'on n'a pas pu avoir l'ensemble des éléments pouvant prouver leur culpabilité par rapport à des morts qui étaient là, qui étaient des morts certaines. Outre le président sénégalais, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome est visé par cette plainte, le commandant de la gendarmerie sénégalaise ainsi que 12 autres individus. Et quelle est votre analyse de cette liste? Je m'étonne de comment il a pu collectionner tout ça, parce que c'est 112 personnes. Les 12, c'est les personnes les plus connues, dont le ministre Biram Faye également, oui, qui est 112 exactement. 112 personnes, 12. dont Biram Faye qui est auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de
de la sécurité de proximité, qui lui-même a déjà décidé, selon la presse sénégalaise, de porter plainte contre l'avocat Branco en considérant qu'il est accusé de façon injuste, qu'il est diffamé. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une collecte minutieuse qui a précédé ce travail. N'oublions pas que quand Branco a voulu venir au Sénégal en tant qu'avocat, lors du procès contre M. Sonko et M. Mambéignan, il n'a pas pu rentrer dans le territoire sénégalais puisqu'il a été considéré comme persona non grata et on l'a renvoyé chez lui. Donc, le travail a été fait sur place. Mais il ne s'est pas contenté de ça parce que dans le document, il publie également certains éléments où vous avez des coupures de presse, aussi bien internationales que de la presse nationale, ce que l'Amnesty International a dit, ce que Human Rights Watch a dit, ce que Africa Jom Center a dit. Il y a eu véritablement une collecte. Sur ce plan-là, il faut le reconnaître, il y a un véritable travail de fourmi qui a été fait, qui a permis de rassembler plein d'éléments liés soit à des meurtres, soit à des tortures, soit à de la persécution. Puisqu'en fait, par rapport à la CPI, c'est ça qu'ils visent. Ils visent particulièrement l'article 7 de la CPI, qui parle de persécution contre un groupe pour des raisons politiques. Vous avez pratiquement 500 membres de PASTEF qui sont en prison. Ils sont dans la logique de considérer cela comme étant une persécution. Vous avez les rapports qui ont été fournis qui disent que sur les personnes tuées, 80% des personnes ont été tuées par balle, etc. Les photos également des personnes décédées, des photos très difficiles à regarder. Donc, il a quand même quelque chose sous la main, indiscutablement, avec, d'un point de vue information. Je dis bien information, des éléments qui sont des éléments probants. Mais est-ce que ces éléments probants, d'un point de vue information, seront également des éléments probants d'un point de vue preuve devant le tribunal? Parce que devant le tribunal, ce n'est pas l'information, c'est plutôt la preuve. Justement, parce qu'on se demande, est-ce qu'il a su, l'avocat Juan Branco a pu rassembler toutes les preuves, tous les éléments nécessaires pour que sa plainte soit retenue au niveau de la CPI? C'est ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse. Il dit qu'il a lui-même travaillé au niveau de la CPI, ce qui est vrai. Il dit qu'il connaît les procédures. Il connaît les procédures. Puisqu'il connaît le milieu et non seulement il connaît les procédures, puisqu'avec la CPI, la plus grosse difficulté, ce n'est pas d'amener des morts. Puisqu'il est facile de voir les morts. On connaît leur famille, ils sont enterrés quelque part, ils travaillaient quelque part. On peut retrouver des morts. Mais la difficulté, c'est de faire le lien entre le défunt et le chef de l'État, par exemple. Puisque personne n'a vu Macky Sall sur le terrain. Mais dire que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, accuser sa femme, accuser son enfant, parce qu'il n'a pratiquement laissé pas grand monde dans l'entourage du président de la République. Il essaye de montrer que tel a fait ceci, sa relation avec un tel. On sent quand même qu'un travail a été fait, mais je ne suis pas sûr que ça soit déjà suffisant pour pouvoir amener la CPI à aller loin dans une telle chose. Je le répète, on a vu des dossiers qu'on avait cru beaucoup plus costauds, avec un nombre de morts beaucoup plus grand, mais quand il a fallu aller de façon très claire sur la responsabilité de chaque personne, parce que c'est ça le plus dur en matière de droit, qui a fait quoi? Il ne s'agit pas de dire qu'on a fait quelque chose. C'est assez facile puisque c'est un fait. Qui l'a fait est plus difficile que le fait qu'on a devant soi. Mais lui, pendant la conférence de presse, il s'est montré particulièrement confiant en montrant qu'il connaît même comment ça s'est fait, qui a commandé les armes, d'où ça vient. Il a même publié un élément là-dessus sur des armes qui ont été commandées par la présidence de la République. Il dit que les armes sont stockées au niveau de l'ancien aéroport. C'est pour dire que quand on l'écoute, il donne vraiment des précisions sur un certain nombre de choses. Mais encore une fois, entre ce qu'il dit et la preuve, d'un point de vue juridique, il y a une distance et c'est un avocat, il le sait. Il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il ne faut pas oublier, je le dis tout le temps, que dans cette affaire, vous avez de la manipulation de part et d'autre. Ici, la manipulation, c'est qu'on est en train de vraiment traîner l'État sénégalais dans la boue. Et ça marche très bien parce que si vous regardez entre hier, après sa conférence de presse et aujourd'hui, mais beaucoup de médias internationaux, francophones, anglophones, aux États-Unis, etc., tout le monde a titré sur cette affaire-là. Et pour l'image du Sénégal, ce n'est véritablement pas une bonne affaire, encore moins pour le président de la République. C'est l'avocat d'Ousmane Sonko, Juan Branco, qui dépose la plainte, mais sait-on si M. Sonko lui-même ou même son parti, le PASTEF, ont aussi, comment dirais-je, sont aussi favorables à cette initiative? On a entendu des gens du PASTEF dire
qu'ils vont tout faire pour qu'on sache qui est responsable, même s'il faut aller vers le tribunal international. On a entendu certains avocats de PASTEF également du Sénégal poser ce problème par rapport aux défunts. Mais je n'ai pas connaissance d'un dossier qui a été constitué au Sénégal dans ce sens par ces avocats. D'ailleurs, même il y a quelques petites difficultés qui commencent à venir parce que, selon un média africain, le responsable PASTEF France n'était pas au courant de la conférence de presse. Bon, ce même média a interrogé certains des avocats de Ousmane Sonko qui sont des Sénégalais qui disent qu'ils ne sont pas au courant. Maintenant, est-ce que c'est Juan Branco avec son initiative personnelle ou peut-être en connexion avec M. Sonko qui a déclenché une telle procédure? Parce que lui, il l'avait dit depuis tout le temps. Depuis qu'on l'a empêché de venir au Sénégal, il avait toujours dit « on vous regarde, on est en train de préparer ». Personne n'est surpris par ce qu'il fait parce qu'il avait dit plusieurs fois qu'il est en train de préparer, il a des éléments. D'ailleurs même, il dit qu'il a 4500 éléments. De l'avocat Jusqu'où c'est personnel, je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas été très précis sur ça quand il faisait la conférence de presse, mais il dit qu'il a 4500 éléments et il n'a collectionné que les 710 en considérant que ce sont les éléments les plus probants sur ce qu'on lui a apporté. Selon lui. Selon lui. Donc, est-ce que maintenant, puisqu'on dit tout le temps l'avocat de M. Sonko, est-ce que c'est M. Sonko qui lui a demandé de le faire? Est-ce que c'est le parti? Je ne pourrais pas répondre à l'heure actuelle puisqu'on commence à voir des voix qui sont plutôt discordantes. Pourquoi, selon vous, vont-ils sur cette piste de justice avec le président Macky Sall? À mon avis, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'installer une psychose dans le camp du président de la République. Je suis sénégalais, mais si on avait mis mon nom sur ma liste, sur la liste, mais les parents vont t'appeler, les amis vont t'appeler, qu'est-ce que tu fais dans cette affaire? C'est déjà quelque chose de gagné. Mais la deuxième chose, c'est apeurer également, certainement, les partisans du président de la République pour leur dire, attendez, si vous faites des choses, vous risquez d'être poursuivis. Et comme il l'a dit lui-même dans la conférence de presse, le pouvoir sénégalais, la justice sénégalaise peut ne rien faire, mais Macky Sall ne pourra pas être président de façon éternelle et ses crimes sont imprescriptibles. Donc, quel que soit le moment, on va pouvoir vous attraper. Et là, il a raison parce qu'on peut rappeler l'histoire de ce haut gradé mauritanien qui devait aller au niveau de la MINUSCA en République centrafricaine, qui est effectivement allé, mais quand il est arrivé sur place, ceux qui l'accusaient de crimes et autres ont rappelé son dossier au niveau des Nations Unies. Quand il a été au courant, il est rentré en Mauritanie comme un rat, en se cachant pour pouvoir rentrer chez lui parce qu'il risquait d'être arrêté. Et ça, c'est vrai surtout au niveau de cette affaire de compétence universelle, où ceux qui ont l'habitude de sortir, d'aller dans un certain nombre de pays qui ont signé ce traité de la CPI, qui l'ont reconnu, qui l'ont ratifié, mais on peut t'arrêter. Même si c'est pour simplement t'interroger, on peut t'arrêter. Donc vous voyez que c'est une façon de faire de la pression également sur toutes ces personnes qui ont été citées, sur leur famille. Bon, ça va aller jusqu'à un dossier de justice, je ne suis pas trop sûr par rapport à la CPI, mais en tout cas, il y a déjà quelque chose d'acquis. Puisque vous avez des gens qui sont accusés, vous avez des noms qui sont rendus publics, et ce n'est pas agréable dans nos espaces d'entendre que mon oncle, mon père, mon fils est impliqué. C'est une information qui vient davantage semer de la confusion dans un Sénégal aujourd'hui qui fait face à une sorte de statu quo. Mais tout à fait, puisque d'un point de vue juridique, les morts de mars 2021, on n'a aucune information sur la procédure judiciaire. Quand le gouvernement s'est mis en face des journalistes, ils lui ont posé, les journalistes ont posé la question clairement, la réponse n'a pas été convaincante du tout. Et ce que d'autres ont dit, qui sont un peu dans les secrets, c'est que presque rien n'a été fait. À ce moment, effectivement, ces familles vont se sentir un peu soulagées également du fait que d'autres personnes s'occupent de ce dossier qui, à défaut de pouvoir être traité au Sénégal, le sera dans un autre pays, puisqu'il y a des membres de famille qui ont pris leurs responsabilités en décidant de porter plainte carrément, mais quand tu portes plainte, c'est Dame Justice qui fait le travail. Tu t'assois. Et puisque Dame Justice ne le fait pas, ces gens vont certainement se reconnaître dans cette affaire-là. Et il le dit clairement que certaines personnes l'ont saisi, ce qui peut être parfaitement vrai, puisqu'il y en a qui ont dit qu'ils ne laisseront pas. Ils veulent que justice soit faite par rapport à un parent qui est mort, qui a été blessé, etc. Bon, si on met tous ces éléments ensemble, mais ça fait qu'il peut se retrouver finalement, même si ce n'est pas avec les 112 personnes, parce que je trouve que le nombre est quand même important, mais peut-être que quelques-uns parmi ces 112 personnes
peuvent se retrouver en situation difficile au point que voyager va être un problème pour ces gens, puisqu'ils sauront qu'en allant dans tel endroit, on risque au moins de les attraper, puisque vous avez les autres ONG de droits de l'homme qui sont dans les autres pays, qui ont tendance souvent à s'associer à ces questions. Rappelez-vous. Justement, on se demande est-ce que l'avocat aurait aussi bénéficié d'un accompagnement ou d'une solidarité de la société civile sénégalaise pour constituer ces dossiers. Mais c'est indiscutable. Je disais tout à l'heure, quand il voulait venir à Dakar, il n'a pas dépassé l'aéroport. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui a rassemblé ces éléments. Bon, certainement Pastef y a participé, parce que Pastef a plusieurs fois dit qu'il rassemble les éléments. Vous avez vu quand l'État a sorti son livre blanc, Pastef a sorti, j'allais dire, son livre noir pour répondre au livre blanc du ministre des Affaires étrangères en diffusant le nombre de morts, de blessés qu'eux, ils ont recensés, en donnant les noms, etc. Donc, il y a déjà ce débat au Sénégal qui n'est pas clos, parce que là où nous sommes, il y a eu 16 morts, il y a eu 23 morts, il y a eu 26 morts, ou il y a eu 30 morts. L'information officielle n'a pas réglé ce problème. Parce que l'information officielle est restée sur 16. Amnesty parle de 23, Pastef parle de 30, d'autres parlent de 26 morts avec 4 corps qui ne sont pas identifiés. Donc ça veut dire que même sur la question du nombre de morts, le problème n'est pas réglé, d'où la nécessité d'une enquête en bonne et due forme, mais indépendante, si on veut que le résultat de l'enquête soit accepté par les populations sénégalaises en particulier. Juan Branco est persona non grata au Sénégal, mais dispose-t-il tout de même d'une légitimité dans cette affaire pour porter plainte contre le président de la République? Puisqu'il est avocat de M. Sonko, puisque dans cette affaire, d'une façon ou d'une autre, il y a un lien avec M. Sonko, mais en tant que conseil, si M. Sonko lui demande de le faire, il peut parfaitement le faire. Maintenant, où est le lien pour le moment? Au départ, avec la façon dont on annonçait, c'est comme si M. Sonko était d'accord et c'est comme si ça s'est fait comme il se doit. Mais avec quelques informations qui sortent, comme si certains de Pastef ne sont pas au courant, restons prudents pour attendre d'abord une réaction plus claire par rapport à une telle chose. Mais on a vu clairement des gens de Pastef aller dans ce sens. On a vu également des membres de la société civile, Amnesty Sénégal par exemple, et d'autres organisations de la société civile aller dans ce sens en disant que si l'État ne clarifie pas les choses, ils ne vont pas laisser tomber, ils vont aller vers les instances internationales pour que cette question soit clarifiée. Et ce n'est pas du détail. Le jour où le Sénégal va aller au Comité des Nations Unies à Genève, les éléments qui vont être considérés par ce comité comme des éléments probants, mais on va interroger l'État sénégalais là-dessus. Donc sur le côté campagne entre guillemets contre l'État du Sénégal, il faut dire qu'ils ont totalement réussi cette affaire parce qu'on ne parle que de ça. Les ministres sénégalais ont répondu dans les médias un peu partout, ce qui veut dire que ça a fait mouche. Parce que si ça n'avait pas fait mouche, les gens n'auraient pas dû réagir, même si parfois on a rejeté ça en disant simplement que c'est de la fanfaronnade, comme l'a dit le ministre de la Justice, ou bien ce que dit la ministre des Affaires étrangères en disant que lui-même, il n'a ni la capacité, ni la qualité pour le faire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les gens sont en train de réagir. Aujourd'hui même, des membres de PASTEF et des partisans de PASTEF sont en train de manifester devant la CPI pour demander que la CPI prenne en charge ce dossier. Donc, l'État sénégalais est en train d'être traîné dans la boue en matière de droits de l'homme à l'heure actuelle. Le président sénégalais Macky Sall est en séjour actuellement en France pour le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Et depuis Paris, il a fait une déclaration qui fait couler beaucoup d'encre au Sénégal et partout ailleurs et qui aussi, ici au Togo, a aussi retenu notre attention. Il dit, je cite, « Nous nous maintiendrons au pouvoir ». Fin de citation. Une phrase que certains observateurs ont interprétée comme une déclaration de candidature. Comment vous l'interprétez en tant que spécialiste de la communication? En fait, je prends deux éléments pour l'interpréter. On a quitté un Macky Sall. Le premier élément, on a quitté un Macky Sall qui disait ni oui, ni non. Pour un Macky Sall qui semble avoir une position. On est allé vers un Macky Sall qui allait dire que juridiquement, ça ne pose aucun problème. Il peut être candidat. Ensuite, un Macky Sall qui dit à l'opposition sénégalaise, si vous voulez le mandat, vous allez me le demander avec respect, avec considération. Si je veux, je ne me présente pas. Avec le chef de l'État, on va de confusion en confusion. Mais ce n'est plus de la confusion. On n'est plus dans du ni oui ni non. On est dans du ni non, mais proche du oui. Comment on qualifie ça alors? Non, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas,
quand on prend son comportement, quand on prend les comportements des membres de son parti, on est en train de s'éloigner du non pour s'approcher du oui, même s'il n'a pas encore dit de façon extrêmement claire oui. Mais est-ce que ça semble confirmer tout de même les doutes des Sénégalais qu'il a accusé depuis le début de vouloir briguer un troisième mandat? Il y a des Sénégalais qui sont déjà convaincus. Bien que, il faut le dire clairement, il n'a pas encore dit oui de façon très claire. Ceux qui sont déjà convaincus, à chaque fois qu'il a fait un pas dans ce discours, pour eux, il y a même un qui a écrit carrément un texte pour dire mais qu'est-ce que les gens... Il a déjà dit qu'il est candidat. Comme s'il avait une information montrant qu'il a dit. Alors quand vous regardez, il reprend les éléments de langage du président de la République. Et quand on regarde effectivement l'évolution des éléments de langage, l'évolution est en train de s'éloigner du non pour s'approcher du oui. Ça, c'est quelque chose qui peut être constaté. La déclaration au niveau de la France a fait un tollé général au niveau du Sénégal. Et il ne faut pas l'éloigner de ce qui s'est passé au niveau du dialogue. Parce qu'il avait dit aux gens, on peut discuter du mandat. Finalement, il n'y a pas eu de discussion au niveau du mandat dans le dialogue politique au Sénégal. Ce qui a été dit, c'est la Cour qui va décider, la Cour constitutionnelle. Si on dit que la Cour constitutionnelle va décider, ça veut dire que le président peut déposer sa candidature. Parce que s'il ne dépose pas sa candidature, la Cour constitutionnelle va se prononcer sur quoi? Il n'y a pas de raison d'avoir recours à la Cour constitutionnelle si le président de la République ne dépose pas sa candidature. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est plus non, ce n'est pas encore oui, mais ça s'approche gravement du oui. Le président, à l'heure actuelle, est hors du pays. Il rejoindra Dakar certainement dans les prochains jours. Mais quel effet immédiat sur place à Dakar peut provoquer cette déclaration? L'effet est tel que dans les médias, certains ont dit voilà, ça l'a échappé. Certains ont considéré que même il n'a certainement pas fait attention à ce qu'il a dit. C'est après qu'il va se rendre compte de ce qu'il a dit. Puisqu'il y avait le dialogue qui était là, ce n'était pas le bon moment. Pour revenir sur cette question, puisqu'il avait été dit qu'on laisse le dialogue poser le problème, et lui, il doit se prononcer d'ailleurs dans quelques jours, puisqu'il avait dit qu'après avoir reçu les conclusions du dialogue, il va prendre la parole officiellement. Les gens s'attendent, parce que depuis pratiquement fort longtemps, à chaque fois qu'il prend la parole, la première chose que les Sénégalais attendent, c'est de savoir s'il sera candidat ou pas. Qu'est-ce qui va se passer si cela venait à être confirmé? Mais ce qui est sûr, s'il confirme qu'il va être candidat, ceux qui se sont déjà organisés pour combattre un troisième candidat du président de la République vont faire ce que lui-même, président de la République actuelle, avait fait contre Maître Abdoulaye Wade. Ils vont le combattre. À la case départ mais les manifestations, toutes sortes de choses que les gens vont pouvoir faire pour l'empêcher d'être candidat, ils le feront. Parce qu'ils sont déjà organisés. F24 n'est pas organisé pour les élections. Non, F24 est organisé contre le troisième mandat du président de la République, pour des élections également transparentes, pour que ces élections soient également inclusives. F24 n'est pas une coalition électorale. Inclusive, c'est permettre à ceux qui sont écartés. Karim Wade et Khalifa de rentrer, bon ça c'est déjà réglé. Ousmane Sonko qui aujourd'hui... Non, pas Ousmane Sonko pour le moment, parce que pour le dialogue, le cas de Karim Wade et de Khalifa est réglé. Ils ont trouvé une formule qui va consister à revoir l'article 28 au niveau du code électoral, qui va faire que des gens qui avaient été déchus de leur capacité d'être électeurs, on va les réhabiliter. Pour le cas Sonko, ce n'est pas encore résolu, ça n'a pas été pris en compte par le dialogue. C'est un cas qui bénéficiera également d'une attention particulière peut-être? Mais bien sûr, en fait, ça montre ce qu'on dit tout le temps. Je dis tout le temps qu'il y a une partie politique dans cette affaire-là, mais pour Karim, pour Khalifa, on n'a pas réglé l'affaire d'un point de vue juridique, on l'a réglé d'un point de vue politique. Là où on l'a réglé, ce n'était pas un tribunal, ce n'était pas un juge qui était là-bas. C'était des membres du milieu politique, de la société civile qui se sont trouvés une solution. On peut faire la même chose pour le cas Sonko. Un document de 170 pages constitué de 710 éléments de preuves sélectionnés sur un total de 4500 a été déposé par l'avocat d'Ousmane Sonko à la CPI. Et parmi les éléments aussi, on considère la répression des manifestations. Selon un bilan officiel, les dernières manifestations où on a recensé 16 morts. Où en est l'enquête aujourd'hui? On n'a aucun élément sur l'enquête, puisque quand le ministre de l'Intérieur, qui est la personne qui devait être le plus en mesure de donner des informations, a été interrogé, il a dit que l'enquête est en cours, il est magistrat, il nous a mis dans des
encombrements, j'allais dire juridiques, pour qu'on ne comprenne pas trop de quoi il parle, mais on n'a pas vu quelqu'un qu'on indique comme quelqu'un qui a été arrêté, on n'a pas vu quelqu'un qu'on indique comme quelqu'un qui a été un suspect, sauf qu'on nous a dit pendant longtemps il y a des étrangers. Les étrangers, on n'a pas vu. La seule chose qu'on a vue et qui est particulièrement injuste, c'est qu'il y a des Guinéens qui ont été rapidement renvoyés en Guinée, mais si c'est ça les étrangers, mais des Guinéens au Sénégal, il y en a des millions, et ça c'est depuis toujours. Et il faut même faire attention parce que certains parmi eux qu'on appelle Guinéens sont plutôt des Sénégalais, puisque ce n'est pas eux qui se sont établis au Sénégal, ce sont leurs grands-parents qui se sont établis au Sénégal depuis longtemps. Faut arrêter de chercher des boucs émissaires. Il y a des morts par balle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait une arme et qui a tiré. Ce que le gouvernement du Sénégal doit faire, c'est de trouver cette arme et de trouver celui qui tenait cette arme et que cette personne soit jugée. C'est de cette façon seulement qu'on peut ramener les Sénégalais à une situation de confiance, parce que cette situation de confiance est en train de disparaître par rapport au gouvernement. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour nous retrouver juste derrière pour le plateau de la...